Bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 84 nouveaux décès, un total de 1599. Donc, mes pensées sont avec les familles, les proches de ces victimes. On a maintenant 24 982 cas confirmés. C'est une augmentation de 875. On a 1541 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 23. On a 210 personnes aux soins intensifs. C'est une diminution de 5. Ceci étant dit, bon, on continue de voir au Québec qu'on a deux mondes. On a le monde autour des résidences de soins de longue durée, peu importe comment on les appelle, et le reste du Québec. D'ailleurs, si vous prenez les 84 décès qu'on a de plus aujourd'hui, il y en a 75 qui sont dans des résidences où on donne des soins de longue durée. Puis il y en a 9 où ce sont des personnes qui vivaient à leur propre domicile, seules ou avec d'autres personnes. Donc, évidemment, comme vous le voyez, la priorité, ça reste de bien s'occuper, de mieux s'occuper des résidences avec des soins de longue durée, comme les CHSLD. Je veux sincèrement remercier. On a eu, en fin de semaine, suite à mon appel, 11 000 nouvelles personnes qui ont proposé leur candidature pour venir travailler à temps plein. Et on en a rappelé beaucoup en fin de semaine. Il y en a qui déjà sont assignés et on est confiant qu'avec ces personnes, on va être capable de combler tous les postes dans les résidences pour aînés. Et franchement, là, il y avait des noms qui étaient des personnes plus connues que d'autres. Je pense entre autres à Joanie Rochette, qui était avant patineuse, qui étudiait en santé. Notre fameux gagnant du Super Bowl, Laurent Duvernay-Tardif. Donc, ces deux-là, avec des centaines d'autres, acceptent de venir travailler dans nos CHSLD, même si c'est difficile. Donc, je dois vous dire, là, c'est comme un poids qui s'enlève sur mes épaules de voir qu'enfin, on est en train de combler tous les postes, de reprendre le contrôle dans nos résidences pour aînés. Donc, ça me touche beaucoup, toutes les personnes là, qui ont le courage, parce que ça prend un certain courage de venir travailler dans nos CHSLD. Merci, merci, merci. Ça va nous permettre de nous concentrer davantage sur le reste de la situation. Comme je le disais tantôt, 84 décès, mais 75 dans les résidences, 9 dans les maisons. On a aussi une situation qui est sous contrôle dans les hôpitaux. On a, comme je vous le disais, à peu près 1500 lits qui sont utilisés, mais on va vous arriver demain avec des chiffres. Il y a une partie même de ces lits qui sont occupés par des personnes qui devraient être retournées dans les CHSLD, mais compte tenu de la situation dans les CHSLD, on aime mieux les garder à l'hôpital, même s'ils ont eu les traitements qu'ils devaient avoir. Donc, on peut dire vraiment que la situation est sous contrôle dans nos hôpitaux. Rappelez-vous, on avait libéré 7000 lits. Bon, on a 1500, même pas dans le fond, qui sont utilisés pour la COVID-19. Évidemment, c'était la condition la plus importante à remplir avant de penser réouvrir les écoles et les entreprises. De reprendre ou d'être certain qu'on a le contrôle dans nos hôpitaux, donc être capable de soigner tout notre monde, même de recommencer à avoir des activités régulières. On va commencer à le faire au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Bien sûr, on va continuer de suivre la situation pour voir si la situation reste sous contrôle comme actuellement. Donc, je vous annonce aujourd'hui que si et seulement si la situation reste comme actuellement, on va réouvrir les écoles primaires et les services de garderie le 11 mai à l'extérieur du Grand Montréal, puis le 19 mai
dans le Grand Montréal, dans ce qu'on appelle la CMM, là, la communauté métropolitaine de Montréal, donc Montréal, Laval, ce qu'on appelle le 450 ou à peu près, donc la banlieue. Donc, c'est important, je l'avais déjà dit aussi, l'école ne sera pas obligatoire, donc les parents qui préfèrent garder leur enfant à la maison ne seront pas pénalisés d'aucune façon. Il va y avoir du travail qui va être fait auprès des enfants qui restent à la maison. Tantôt, à 15h30, le ministre de l'Éducation puis le ministre de la Famille vont vous expliquer plus en détail comment ça va fonctionner. Mais c'est important, puis je le répète, là, on voulait annoncer un peu à l'avance parce qu'il faut se préparer, donc pour le 11 mai, le 19 mai. Mais on va suivre la situation. Donc, si jamais la situation s'empirait ou n'était pas comme prévu dans les prochains jours, on va se réajuster. Le mot important, c'est graduel, puis c'est prudence, prudence, prudence. Bon, tantôt, le ministre de l'Éducation va vous l'expliquer. On va demander, autant que c'est possible, de le demander à des enfants de se tenir à 2 mètres les uns des autres. On sait que c'est plus difficile dans les garderies. C'est pour ça qu'on va demander aux éducatrices de porter un masque dans les garderies. Et les écoles secondaires, les cégeps et les universités ne vont pas réouvrir avant la fin du mois d'août, donc à la rentrée de l'automne, comme à l'habitude. Donc, pourquoi on n'ouvre pas les écoles secondaires? Bon, d'abord, on l'avait dit, c'est important qu'il y ait une réouverture graduelle. Donc, on réouvre graduellement les écoles primaires, mais on attend en septembre pour les écoles secondaires, les cégeps, les universités. Une des raisons aussi pourquoi on a choisi le primaire plutôt que le secondaire, c'est que les étudiants du secondaire, du cégep, l'université utilisent davantage le transport en commun. Donc, ça pose une difficulté additionnelle pour garder la distance de 2 mètres. Et aussi, c'est important de le dire, c'est plus facile pour les élèves du secondaire, du cégep, de l'université, de suivre des cours à distance, donc avec leur enseignant, qui ont déjà commencé à le faire, mais on va leur demander de le faire davantage, donc d'enseigner à distance à ces personnes-là. C'est plus facile qu'au primaire. Mais, bon, évidemment, c'est une décision importante. Et en fin de semaine, j'ai regardé ce qui se fait ailleurs, j'ai regardé les résultats, les prévisions. Pour moi, il y a 5 raisons pourquoi je pense que c'est important de réouvrir nos écoles primaires et nos garderies. La première raison, c'est pour le bien des enfants. C'est important, là, surtout pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, que ces enfants-là ne restent pas 6 mois sans être allés à l'école. Donc, on sait ce qu'on appelle dans le jargon des écoles les EHDA, les enfants qui ont des handicaps ou des troubles d'apprentissage de toutes sortes, là, dyslexie, dysphasie, troubles d'attention, autisme et autres. C'est important que ces enfants-là soient pas absents de l'école pour 6 mois. C'est important que ces enfants soient bien suivis. Puis les enseignants les connaissent, ces 20 à 25 d'enfants-là. C'est possible, selon le choix des parents, que certains de ces élèves restent à la maison. Donc, on va demander aux enseignants de porter une attention spéciale à ces enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qu'ils soient à l'école ou qu'ils soient à la maison. Et pour les semaines qui restent et lors de la rentrée, c'est très important qu'on porte cette attention-là. Donc, première raison, pour le bien des enfants qui doivent aller à l'école, qui doivent continuer de faire des apprentissages, surtout les enfants qui ont des difficultés. Deuxième raison, pourquoi on réouvre les écoles? Parce que le risque est limité. Parce qu'on l'a dit, les conséquences graves pour les enfants, même pour les personnes qui ont moins de 60 ans, sont limitées.
D'ailleurs, j'en profite pour dire, là, puis tantôt, les deux ministres pourront vous l'expliquer, les enfants qui ont des problèmes de santé ou les parents qui ont des problèmes de santé devraient garder leur enfant à la maison. Je pense que c'est important, là, entre autres certaines maladies chroniques. Ce n'est pas le temps d'aller exposer des enfants qui ont des problèmes de santé physique à aller à l'école pour l'instant. Donc ça, c'est important, mais pour les autres, on considère que les risques sont minimes. La troisième raison pourquoi on fait le choix d'envoyer les jeunes à l'école et dans les garderies, c'est parce que la situation est sous contrôle dans les hôpitaux. Donc, si jamais il y avait des enfants, des enseignants qui devenaient malades, bien, on a toutes les capacités puis le personnel qui est disponible pour s'en occuper. Et c'est important que ça reste comme ça. Donc, c'est important que ça soit graduel, donc on n'envoie pas et le primaire et le secondaire en même temps pour être certain, justement, de garder la situation sous contrôle dans les hôpitaux. Quatrième raison, parce qu'on a le hockey de la santé publique. Donc, ce n'est pas une décision qui est sur la gueule, c'est la science, on écoute la science, puis la science nous dit c'est possible de retourner ces enfants si la situation reste sous contrôle d'ici le 11 et le 19 mai. Puis la cinquième raison, je dirais, c'est parce que la vie doit continuer. Les enfants, là, je pense que c'est bon qu'ils revoient leurs amis, qu'ils revoient leurs enseignants. On ne prévoit pas qu'il y ait de vaccin avant 12 ou 18 mois. Les experts ne prévoient pas de vaccin avant 12-18 mois. Je ne vois pas les enfants rester chez eux pendant 12-18 mois. Là. Je pense que la vie doit continuer et la situation, si on attendait le 1er septembre, ne serait probablement pas différente de la situation actuelle. Mais je veux insister sur une chose, par contre. Donc, ça, c'était les 5 raisons. Donc, vous avez vu, dans les 5 raisons les plus importantes, il n'y a pas l'immunité collective. L'immunité collective, il y a des experts qui pensent que d'avoir la COVID-19 puis d'en être guéri, ça pourrait immuniser. C'est ce qu'on souhaite tout le monde, parce que sinon, ça pourrait même être difficile de penser à un moment donné à avoir un vaccin. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Par contre, ce n'est pas prouvé. Donc, on ne doit pas prendre notre décision sur cette base-là, mais ça sera un bénéfice secondaire si jamais ça peut être le cas. Donc, je veux être bien clair, là. On rouvre nos écoles pour des raisons sociales et parce que la situation est sous contrôle, en particulier dans notre système hospitalier. Bon, évidemment, dans les prochains jours, les prochaines semaines, on va continuer d'avoir des cas, comme partout dans le monde, et on va ajuster notre stratégie en fonction de l'évolution. Pour l'instant, on fait des prévisions, on voit que la situation est sous contrôle. Demain, on va annoncer un plan de réouverture des entreprises qui va être très graduel. Donc, encore là, on ne veut pas, ni dans les transports en commun, ni de façon générale, retourner trop de monde en même temps dans la société. Pourquoi qu'on fait tout ça graduellement? Toujours la même raison, garder le contrôle dans nos hôpitaux, de ne pas avoir de débordement dans nos hôpitaux. Je termine avec mes remerciements. Mes remerciements, d'abord, sont pour les éducatrices. D'abord, les éducatrices qui, depuis le début, depuis 6 semaines, sont occupées des enfants, du personnel de la santé. Donc, je veux vous dire un gros merci. Gros merci aussi aux enseignants. On me dit qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont communiqué avec leurs élèves au cours des dernières semaines. Merci. Et un merci à l'avance à toutes les éducatrices, tous les enseignants, enseignantes qui, dans les prochaines semaines, vont retrouver les enfants après une période
qui était vraiment spécial dans notre vie collective. Donc, merci à l'avance pour le travail que vous allez faire au cours des prochaines semaines avec nos enfants. Je termine en vous disant, je le sais qu'aujourd'hui et demain, avec le plan de réouverture des écoles et des entreprises, il y a certains Québécois, certaines Québécoises qui vont avoir des questions, qui vont avoir des inquiétudes. C'est important, là, il n'y a rien d'obligatoire. Ce que je vous dis, c'est allez-y à votre rythme. Quand vous êtes prêt à sortir, quand vous êtes prêt à ce que vos enfants sortent, d'abord, n'oubliez pas de garder cette bonne habitude qui sera là probablement pour plusieurs mois, de toujours rester à 2 mètres des autres personnes, mais allez-y à votre rythme. On ne veut pas bousculer personne. Donc, courage, l'espoir est là. Merci tout le monde. Merci. Maintenant, en anglais. Yes, good afternoon. Today we Bon announce après-midi. our plan Aujourd'hui, to nous reopen annonçons notre plan pour rouvrir les écoles primaires et les services de garde. We've chosen not to Nous avons reopen choisi high de schools, ne pas CEGEPs rouvrir and les cégeps, les universities. écoles secondaires et les This will universités. limit the Cela va traffic permettre in de public limiter transports, la circulation dans les transports publics et nous considérons que l'école primaire, les enfants vont en profiter davantage par rapport aux dernières semaines de l'année scolaire, tout spécialement les enfants qui éprouvent des difficultés. Cette réouverture sera graduelle, elle ne sera pas obligatoire. Alors, les enfants ne vont pas tous revenir au même moment dans le réseau scolaire. Dans la région de Montréal, nous allons rouvrir le 19 mai, si toutes les conditions sont respectées. Et à l'extérieur de la région de Montréal, ce sera le 11 mai. Nous allons analyser la situation à tous les jours et nous adapter si cela est nécessaire. Le mot d'ordre, c'est la prudence. Demain, nous allons annoncer notre calendrier pour redémarrer certains secteurs de notre économie. Ce sera très graduel. La situation doit être et doit le rester sous contrôle dans notre système de santé. Tout le monde devra respecter les directives de la santé publique. Nous devons continuer de conserver une distance physique entre tout le monde. Et pour que tout soit couronné de succès, nous devons maintenir nos efforts. Merci à tous. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Les Québécois, ce matin, qui ont écouté le point de presse de Justin Trudeau, ont entendu un message assez différent du vôtre. Monsieur Trudeau a émis plusieurs inquiétudes quant à la possibilité d'y aller d'un déconfinement concernant l'immunité collective. Je sais que vous-même, vous avez des réserves. Il dit que c'est prématuré de conjecturer. Il n'y a aucune preuve probante que le fait d'avoir contracté une fois la COVID vous protège. Le virus est nouveau. On ne sait pas si les anticorps vous protègent. Il faut faire preuve d'une prudence extrême. Alors, en ce moment, il y a beaucoup de Québécois, sans doute, qui sentent déchirés entre le message de prudence que vous envoyez puis celui beaucoup plus modéré, entre guillemets, du premier ministre Trudeau. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre approche est la bonne, d'une part, et d'autre part, en l'absence, justement, de preuves scientifiques, est-ce qu'on ne devrait pas appliquer le principe de précaution? Bon, d'abord, je ne vois pas tant de différence que ça entre le gouvernement fédéral puis les gouvernements des provinces. On a eu encore une longue discussion, une conférence téléphonique la semaine dernière. On est en train d'essayer de s'entendre sur un certain nombre de principes et je pense qu'on devrait être capable de s'entendre. Donc oui, il faut être prudent. Il faut réouvrir graduellement. Il faut s'assurer, entre autres, qu'on garde le contrôle dans nos hôpitaux, que la situation reste sous contrôle, qu'on continue même, qu'on augmente le nombre de tests pour suivre la situation au fur et à mesure au cours des prochaines semaines. Mais je n'ai pas senti une grande différence entre les différentes provinces et avec le gouvernement fédéral sur les conditions là, de réouverture graduelle. Rapidement, sous question.
Oui, donc ça fait plusieurs semaines que vous nous dites que vous avez l'intention d'augmenter le nombre de tests, que ça fait partie de la stratégie de déconfinement. Or, quand on regarde les chiffres des dernières semaines, ça semble stagner, voire régresser. Et puis sur le terrain, il y a des inquiétudes. Je vous cite la docteure Cécile Tremblay du CHUM. Dépister massivement, il faut le faire, mais présentement, on n'a pas ce qu'il faut. Les ça va aller, ça ne me convainc pas. Si on lève le confinement et qu'on n'est pas capable de tester massivement, il va y avoir de nouvelles infections. Le feu va prendre. Depuis le début, on est en manque. Parfois des couvillons, de réactifs. Il nous faut des preuves. Fin de la citation. Alors, quelles preuves vous avez à donner aux Québécois? Puis avez-vous des cibles, des objectifs, des échéanciers précis? OK, je vais commencer, puis je vais laisser le docteur Arruda compléter. D'abord, on est un des endroits au monde où, par million d'habitants, on teste le plus, avec l'Allemagne. On teste 3 fois plus que l'Ontario, toute proportion gardée. Donc, on teste déjà beaucoup. Et on va augmenter le nombre de tests. Puis moi, c'était une des questions que j'ai posées. Est-ce qu'on est assuré d'avoir tout l'équipement nécessaire pour les tests? On m'assure que oui. Et oui, on veut, dans les prochaines semaines, y aller plus sur une base d'échantillonnage au hasard. Dans les dernières semaines, comme vous le savez, on s'est beaucoup concentré dans les CHSLD. Et on veut augmenter le nombre de tests. Et puis, je pense que c'est l'objectif du docteur Arruda. Oui, tout à fait. C'est clair qu'il y a eu des problèmes antérieurement en lien avec les réactifs et les écouvillons, mais ce problème-là est réglé actuellement. On a une capacité qui peut monter rapidement à 15 000 tests. Et quand on va avoir le nouveau PCR on the site, on va pouvoir augmenter à 20 000, 30 000 tests. Actuellement, il faut comprendre que ça fait partie des conditions de déconfinement que nous avons mises en place. Vous comprendrez qu'on regarde exactement ce que la littérature nous propose, de Johns Hopkins, l'OMS, d'autres organisations internationales, le CDC, sur les conditions de déconfinement, puis on va les suivre de très, très près. Ce qu'on présente aujourd'hui, c'est un scénario. C'est un scénario qu'on pense qui peut être possible. N'oubliez pas qu'on regarde aussi une épidémiologie qui est différente. Quand on parle au Canada, c'est une chose. Quand on parle à chacune des provinces, avec la connaissance de leur milieu, et on ne fera pas le même genre de déconfinement dans la région métropolitaine en lien avec ce qui va se passer dans les régions froides. Ça, c'est important. J'ai un élément très important que je vais me permettre de dire à la population. Dès qu'on commence à déconfiner, il y a des gens qui peuvent interpréter que maintenant, vu qu'on ouvre les écoles, puis qu'on peut se remettre à circuler n'importe comment. Malgré le déconfinement, la population à risque demeure à risque. C'est important de continuer à suivre les prescriptions. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne voudra pas de rassemblement des gens à l'extérieur. Ce ne sera pas encore le temps de faire des parties ou des repas de famille avec des personnes âgées. On va avoir encore des contraintes auprès de ces populations-là à risque. C'est plate, on aimerait bien, mais on ne peut pas se permettre que les gens interprètent que le déconfinement des garderies, de l'école, de certains secteurs d'activité veut dire tout le monde est déconfiné, puis on repart à zéro comme si de rien n'était. Ça va être majeur. Je vous l'ai dit que l'aplatissement de la courbe était dépendante de la collaboration de tous. On l'a eu, mais maintenant, avec le printemps, avec le beau temps, ça va être difficile de rester enfermé, mais il faut falloir le faire encore parce que sinon, notre opération graduelle ou progressive va être annulée par des mouvements de population qui ne doivent pas avoir lieu actuellement. Je rêve d'un vaccin, je rêve d'un traitement, puis ça va être long. Puis on le fait maintenant parce que le même problème va se retrouver à l'automne. Et c'est vrai, là, je tiens à vous le dire, il n'y a pas que les maladies infectieuses, il y a l'état de santé mentale des jeunes, leurs conditions d'apprentissage éventuellement, leurs problématiques de santé mentale, la violence qui peut se vivre à l'intérieur des maisons et qu'on ne voit pas. Tout ça est pris en considération dans la balance des risques. Mais le premier ministre le sait, on va évaluer. Si les conditions ne sont pas au rendez-vous, on va revenir en arrière. Et si la population ne participe pas au maintien de cette distanciation en arrière, nous allons tous y perdre, puis on va être obligé de reconfiner de façon intensive, ce qui, en mon sens, serait excessivement malheureux. Je tiens à passer ce message-là parce que n'interprétez pas, parce qu'on ouvre les écoles ou tel secteur d'activité au Bas-Saint-Laurent ou ailleurs, que tout le monde peut se mettre à circuler n'importe où, et particulièrement dans la zone où il y a de la transmission active, dans la grande région de Montréal métropolitain. Merci. Merci. Je vous signale que le temps file. Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame McCann, Monsieur Arruda. Ma première question, c'est quelles seront les mesures qui vont être mises en place dans les salles de classe pour s'assurer qu'il n'y ait pas, en fait, de limiter, si on veut, là, les contacts? Est-ce qu'il va y avoir, par exemple, un nombre d'enfants limité dans les salles de classe? Est-ce que il y aura suggestion de porter un masque pour vous avez dit pour les techniciens de garde, mais dans les classes en tant que telles. Quelles sont les conditions dans les classes? OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est de s'assurer que, bon, d'abord, on s'attend à ce que, quand même, ce ne soit pas tous les enfants qui retournent à l'école. Deuxièmement, bon, on a toutes les écoles secondaires qui vont être vides aussi. Donc, si jamais il y avait affluence, on pourrait séparer les enfants. Mais on veut s'assurer qu'il y ait un maximum d'à peu près 15 enfants par classe, dépendamment de la grandeur de la classe, là. Mais pour être capable d'avoir 2 mètres de distance entre chaque enfant. Et est-ce que vous allez tester dans les écoles? Parce qu'il pourrait y avoir jusqu'à un certain point des enfants qui vont être porteurs, peut-être asymptomatiques, etc. Est-ce que vous allez, à terme, faire des tests pour vérifier s'il y a de la propagation à l'intérieur des écoles? C'est une possibilité, c'est clair. Par contre, s'il y a des éclosions, là, on aurait un professeur qui serait malade, qui développerait des symptômes, ou un enfant qui développerait des symptômes, on va gérer ces cas-là comme ce qu'on appelle des éclosions et des agrégats. Là, à savoir, est-ce qu'on va le faire de façon aléatoire? Ça pourrait être en milieu d'école, comme ça pourrait être aussi dans le milieu, dans la communauté. On pourrait tester par exemple, je donne des exemples, tester des épiceries, vu compte tenu que ça a été en ouverture depuis longtemps. On va avoir une stratégie qui va être la mieux balancée entre la quantité de tests qu'on a disponibles et puis la représentativité de la donnée. Prochaine question, Isabelle Porteur, Le Devoir. Oui, bonjour à tous les trois. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on allait déconfiner dans les écoles. Là, si et seulement si, ça reste comme actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire rester comme actuellement? Puis d'autre part, je voudrais savoir sur quoi se base le choix des dates du 11 et du 19 là, sur le plan de la science puis de vos modélisations. Merci. Mais c'est basé sur la situation épidémiologique qui est observée, là, comme on le dit. C'est basé. Puis là, je tiens à exclure ce qu'on appelle les éclosions en CHSLD là, qui viennent changer, je dirais, l'image de la transmission communautaire. On sait que dans les régions, là, actuellement, il n'y a presque pas de cas qui sont présents. Donc, il n'y a pas de transmission très active. Donc, on pourrait reprendre les activités dans ces milieux-là. Si jamais on se rend compte qu'à la réouverture des milieux et des entreprises, il commence à y avoir des éclosions, hein, un peu peut-être pas à la même hauteur dans les CHSLD, mais des éclosions sur lesquelles on va investiguer, on va contrôler les cas et les contacts, on va vérifier les choses, on va faire des tests dans ces territoires-là. Si on se rend compte que notre capacité hospitalière est plus au rendez-vous, qu'on va se retrouver avec plein de gens, tous nos soins intensifs dans cette région-là où tous nos lits d'hôpital sont occupés, à ce moment-là, il faut ralentir la situation. On va voir aussi, les prochains jours sont majeurs, comment évolue la courbe des cas à Montréal, qui est actuellement comme dans un genre de plateau. Là. Est-ce qu'elle est en train de redescendre suffisamment pour qu'on puisse penser qu'une réouverture peut avoir lieu? Fait que c'est un peu sur la base de l'épidémiologie. C'est sûr que on ne veut pas non plus réouvrir au 24 juin. Pendant la période estivale. On veut aussi, à mon avis, on a suffisamment de signaux que les pédiatres nous disent de diminution de déclaration à la DPJ, de problèmes que certaines personnes commencent à avoir au niveau de la violence puis de santé mentale. Ça, c'est des éléments qui nous font balancer pour une ouverture plus rapide. Mais on ne mettra pas en péril la santé des individus, il faut le rappeler. On va demander à des professeurs qui sont en bonne santé, en bas d'un certain âge, pour éviter qu'ils aient des complications. Et chez les enfants, habituellement, il n'y a pas de conséquences majeures. Tout est possible. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres cas. Ça ne veut pas dire qu'un décès n'est pas impossible dans la vie, là, compte tenu de la circulation. Mais ce qui est très important, c'est que ça va être progressif, modéré, mesuré. On va regarder ça tous les jours. On va appliquer nos scénarios de projection avec les nouvelles données. Et puis, je ne me gênerai pas pour dire au premier ministre qu'il faut revenir en arrière, mais j'ai besoin aussi de la collaboration de la population, parce que si vous vous mettez tous à vous promener et à ne pas respecter le 2 mètres, etc., c'est une source de flambée.
Rapidement, sous question. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous-même, vous avez pris beaucoup de précautions pour ne pas attraper la COVID-19. Vous avez dans votre entourage des collègues qui ont des enfants qui vont retourner à l'école. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à travailler à vos côtés comme ça a été le cas ces dernières semaines? Est-ce qu'il y a des changements de ce côté-là? J'ai pas pensé à ça. Ben nous, on applique le principe de distanciation sociale. C'est clair que si, par exemple, un des ministres, aussi ministre soit-il, développerait des symptômes, le directeur national lui dirait de se tenir loin du premier ministre parce qu'on a besoin de lui pour prendre des décisions. C'est la même chose pour nous. Nos contacts sont excessivement rares dans la communauté je pense qu'on va surveiller ça. Mais de toute façon, on essaye. Ici, on est un peu plus proche, là. À cause de la distance, parce que je ne peux pas être à la place de monsieur. On est un peu plus proche, mais on passe très peu de temps et le premier ministre passe beaucoup de temps dans son bureau à travailler de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Fait que je pense qu'on va faire attention. Mais ce principe de distanciation sociale-là est majeur. Puis je peux vous dire, là, avec le beau temps, avec l'impression qu'il y en a certains qui peuvent y aller, là, ça donne le goût là, de se rapprocher. Puis c'est pas le temps de se faire des hugs non plus. Très bien. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous, Monsieur le Premier ministre. Vous l'avez évoqué, là, la plus grande préoccupation, c'est de maintenir l'intégrité du réseau de la santé. Est-ce que les barrages routiers vont être maintenus durant cette période de déconfinement? Écoutez, les barrages routiers seraient maintenus dans une perspective d'une population à très, 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 très haut risque de complications. Mais globalement, là, puis on pourra avoir des discussions avec la sécurité publique, disons qu'on va être moins dans le contraindre, mais comme n'importe quoi, au moindre évaluation de problèmes qui pourraient se passer entre ce que j'appelais des transbordements interrégionaux importants, on pourrait faire, comme dans d'autres choses, les remettre à la place. Mais habituellement, quand on commence si vous me permettez, à ouvrir le rhéostat, ces genres de mesures coercitives-là, on essaye de les diminuer. Sous question. Qu'arrive-t-il si, à un certain moment donné, lorsqu'on va ouvrir les écoles d'ici 2 semaines, si 2 parents tombent malades et que les enfants se retrouvent dans une situation, qui va s'occuper de ces enfants-là? On verra. Il y aura toujours moyen, je pense, d'avoir la collaboration de la famille ou carrément d'avoir des éléments de services sociaux, là. Il faut dire que si les personnes, comment je pourrais vous dire, si les parents n'ont pas de maladies chroniques, etc., leurs enfants peuvent aller à l'école, puis la probabilité qu'eux-mêmes aient une très grande complication, elle est faible. C'est pour ça qu'on demande dans un premier temps que les parents qui ont des problèmes de santé ou qui pourraient avoir tous les deux des problèmes de santé gardent leur enfant à la maison pour ce stade-ci. Mais il y aura, pour ces personnes-là, qui font ce choix-là, pas de désavantage, je vous dirais, pédagogique, parce qu'il va y avoir des approches qui vont être faites aussi pour les gens qui vont être à la maison, qui vont décider de garder leur enfant à la maison. Mais les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, les enfants qui ont certaines conditions qui nécessitent un plus grand encadrement pédagogique, on invite, si les gens n'ont pas de problèmes de santé, à les envoyer au milieu scolaire. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Vous recommandez depuis donc vendredi dernier de porter le masque en société. L'usage commence déjà à se répandre, devient presque généralisé. Comment appliquer à ce moment-là la loi 21 qui impose d'avoir le visage découvert pour recevoir des services publics? Est-ce que vous allez demander aux policiers, aux infirmiers, aux enseignants de ne pas le porter ou le porter? Est-ce que votre loi devient caduque ou... Non. Écoutez, il y a une situation qui est exceptionnelle, là. Les gens vont porter des masques pendant un certain temps, mais la loi 21 qui demande de ne pas porter de signes religieux va demeurer. Et la semaine dernière, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait demandé un déconfinement qui soit synchrone, c'est-à-dire entre la région métropolitaine et les autres régions. Elle voulait que ça se fasse en même temps, même si la situation de Montréal est vraisemblablement plus complexe. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui? Bien, c'est la science. Je pense que ce qu'on se fie à, c'est la science. On se fie à la science. On voit que la situation est très, très sous contrôle dans les hôpitaux à l'extérieur de Montréal.
Donc, je vois pas pourquoi on attendrait plus longtemps à l'extérieur de Montréal. Donc, à partir du moment où la situation est différente à Montréal que dans le reste du Québec, bien, automatiquement, les mesures de confinement peuvent être différentes. Patrick Belrose, le Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour à tous. Première question pour le Dr Arruda. La semaine dernière, vous avez mentionné que plutôt qu'une centaine de personnes présentement à la direction de la santé publique de Montréal, il y en a environ 800. Nos informations nous disent que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de travail nécessairement à faire dans ce département-là. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces équipes-là, des infirmières souvent. Donc, on se demandait pourquoi ces gens-là ne sont pas plutôt dépêchés en CHSLD pour venir prêter main forte. Bien, écoutez, je pense qu'on a fait appel... Quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de travail, là, il y a quand même encore 437 cas qui sont déclarés pour lesquels il faut faire des enquêtes. Et puis quand on va se mettre à déconfiner, là, le moindrement qu'il va y avoir un cas dans un milieu de travail, ça va prendre une équipe pour être capable d'intervenir. Ces infirmières-là ont été mobilisées, elles ont eu des apprentissages, elles ont été formées pour ce nouveau genre de travail-là. Puis on pense qu'avec, comment je pourrais vous dire, parce que là, si on se détricote et qu'on s'affaiblit, comme tel, puis on nous demande toujours d'augmenter, même de doubler notre capacité dans ces zones-là, parce que ça fait partie des critères. Est-ce que il y a les critères de tester les gens, les critères que le système de soins puisse faire de quoi, puis il y a le critère que les équipes de santé publique puissent intervenir s'il y a des cas, des contacts, puis des milieux touchés. Donc, et ça peut exploser d'un jour au lendemain, puis on n'aura pas le temps de se remobiliser, puis on créerait une crise là où on nous demande d'intervenir, parce que c'est comme ça qu'on va empêcher des cas de se transmettre à d'autres, de se transmettre à d'autres et à d'autres pour éviter un R0 qui se remette à monter en courbe, puis que les hôpitaux soient épargnés. Et la situation des CHSLD actuellement, elle est gérée avec d'autres professionnels. Bon, vous le savez, tous les gens qu'on est allés essayer de chercher. Fait que on déshabille pas Jacques pour habiller Jean. Si on déshabille Jacques, Jacques va être vraiment tout nu sous peu quand ça va se remettre à flamber. En sous-question. Dans le même sens, M. Legault, on n'a pas encore vu la deuxième vague de militaires canadiens dans les CHSLD. Est-ce que vous trouvez ça un petit peu long et est-ce qu'on a l'assurance d'avoir les 1000 militaires promis? Bon, on me dit que 400 militaires devraient arriver mercredi, donc après-demain. Puis il devrait y en avoir un autre 275 qui vont suivre, mais ça, on n'a pas la date encore. Pour ce qui est au-delà de 675, pour se rendre jusqu'à 1000, ça, on n'a pas la date non plus. Merci. Prochaine question, Tommy Chouinard, La Presse. Oui, bonjour. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, vous avez indiqué qu'il ne faut pas interpréter la réouverture des écoles et des services de garde comme c'est fini, là, les règles, les consignes sanitaires. Mais puis tout à l'heure, vous avez mentionné, il ne faut pas faire des parties ou des repas, je pense que c'est le Dr Arruda qui disait ça, avec des personnes âgées. Pour que ce soit bien clair là, pour tout le monde. Au cours des prochaines semaines, durant l'été, est-ce que c'est toujours tout rassemblement intérieur ou extérieur est interdit? Donc, 2 personnes ou plus de résidences différentes, là, ce n'est pas possible. Là. Oui, on souhaite garder l'interdiction de rassemblement jusqu'à nouvel ordre. Bon, vous allez voir demain qu'il y a certaines indications qui vont être données dans le temps, là, au cours des prochains mois. Mais effectivement, l'interdiction de rassemblement demeure. Oui. Maintenant, au sujet de la réouverture des écoles, je veux bien comprendre, là, est-ce que si dans une école, il y a un cas, là, il y a un cas confirmé de COVID-19, là, est-ce que ça veut dire on tolère parce que les enfants sont capables de passer à travers ça, puis l'enseignant, bon, ben, on verra, ou est-ce qu'on dit non, on ferme l'école parce qu'il y a un cas de COVID? Bon, d'abord, là, notre objectif, ça n'a jamais été de faire exprès pour qu'un enfant ou quelqu'un ait la COVID-19. Donc, tout ce qu'on est capable de faire, s'il arrivait un cas comme ça dans une école, pour éviter qu'il y en ait d'autres qui l'attrapent, on va le faire. Donc, on va consulter, il va y avoir des enquêtes de fait, des tests de fait dans l'école, mais on va prendre toutes les mesures pour que les personnes n'attrapent pas la COVID-19. Bossé, Le Soleil. Bonjour. Vous êtes pas sans savoir qu'il y avait déjà une pénurie, évidemment, d'enseignants dans les écoles avant la crise. Est-ce que vous craignez pas que cette pénurie-là s'aggrave avec les absences et transporter un peu le problème qu'il y avait dans les CHSLD, dans les écoles? Oui. Bien, écoutez, vous pourriez tantôt poser la question au ministre de l'Éducation, là, mais je sais qu'on a déjà commencé à parler avec les étudiants dans les facultés d'éducation
pour éventuellement aller chercher du support, si nécessaire, chez les futurs enseignants. Okay. Mon question est peut-être... on voit que le Québec est la province la plus touchée et qu'on est les premiers à rouvrir les écoles. Donc, ça peut sembler contradictoire dans la tête des gens qui écoutent. Bon. D'abord, il faut être prudent quand on compare. On le dit souvent. Nous, par association ou par test, on calcule toutes les personnes qui décèdent en ayant la COVID-19, incluant dans les CHSLD. Ce n'est pas le cas nécessairement ailleurs. Et il faut être prudent aussi avec les provinces autres que l'Ontario, là, parce que les grandes villes partout dans le monde sont plus touchées que les États où il n'y a pas de grandes villes. Merci. Alors, comme le temps le permet, on a une question de l'extérieur qui nous provient aujourd'hui d'Alec Castonguay, L'Actualité. La clé d'un déconfinement réussi repose sur le nombre de tests de dépistage qui seront effectués pour évaluer et circonscrire les éclosions, par exemple dans les écoles ou les entreprises. Est-ce que le Québec a présentement la capacité de mener suffisamment de tests pour bien suivre l'évolution de l'épidémie en phase de déconfinement? Bien, il faut comprendre que le Québec a quand même testé plus que beaucoup d'autres endroits, mais on a eu nos difficultés, on ne se le cachera pas, ne serait-ce qu'avec les tiges de coton, avec le réactif qui était inadéquat. Il y a eu des problèmes avec des tiges de coton qu'il faut restériliser. Mais actuellement, là, on est en bonne voie. On pense qu'on peut monter rapidement à 15 000 tests par jour sous peu, là, même à partir de maintenant. Et on va développer, effectivement, tester. On va continuer à tester pour là où il y a des éclosions, mais on va avoir des approches plus proactives de tests pour documenter ce qui se passe vraiment en termes de transmission communautaire. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui complète pour les questions en français. Nous allons passer aux questions en anglais. We'll start with Cathy Sonnet, CBC News. Good afternoon. I'm just looking at... Bon après-midi. You have... Je suis en train de regarder ceci. Vous avez des enfants qui vont retourner à l'école au niveau primaire et vous espérez que la distanciation sociale soit respectée. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos espoirs au regard de ceci, en sachant que vous avez une pression de faire les choses correctement parce que l'Ontario laisse ses écoles fermées jusqu'à la fin mai? Réponse. Comme je l'ai dit en français, il y a 5 raisons pourquoi nous avons pris la décision de rouvrir les écoles. D'abord, on a le soutien de la santé publique. Aussi, je pense qu'il est très important pour nos enfants et spécialement pour nos enfants qui ont des difficultés d'apprentissage de revenir à l'école. Ça ne ferait pas de sens d'attendre 6 mois avant d'envisager un retour à l'école. Ce ne serait pas bon pour eux et nous pensons que dans 6 mois, peu importe, il n'y a pas de preuve que nous aurons un vaccin dans 6 mois. Alors, nous serons dans la même situation par rapport à aujourd'hui. Aussi, nous demandons aux enfants de rester à 2 mètres de distance les uns des autres. Ce n'est pas facile avec des enfants, on le reconnaît, tout spécialement avec les plus jeunes. Mais la science nous indique aussi que les risques sont très faibles. Il y a des conséquences s'ils contractent la COVID-19, mais les conséquences sont faibles et la situation est en contrôle dans les hôpitaux. Cela veut dire que si quelque chose survient à l'enfant ou aux parents, nous serons en mesure de prendre soin de ces gens. Ma seconde question porte sur les tests de dépistage. Avec ce plan de rouvrir les écoles et ensuite les entreprises, M. Arruda, il semble qu'il y ait actuellement de la confusion sur le nombre de tests qu'il est possible de réaliser au Québec. Je vois 6 000, je vois d'autres chiffres, 5 000 à 6 000, une nouvelle capacité de 15 000 par jour que vous évoquez. Réponse.
C'est 15 000 par jour, la capacité. Ça pourrait augmenter avec le nouveau type de test que nous aurons. Ça permettra d'augmenter avec ce nouveau type de réactif. On pourra l'augmenter. Actuellement, c'est 15 000 tests par jour et on va en garder aussi pour tenter de mesurer l'ampleur de la transmission communautaire au cours des prochains jours en relation avec la réouverture des garderies et des entreprises. Mais je veux vous dire quelque chose, si j'ai le temps. Ce n'est pas parce que nous allons rouvrir les écoles ou les services de garde que cela veut dire que les gens à risque sont moins à risque. Alors, si la population pense que parce que nous rouvrons les écoles et les services de garde, ils peuvent sortir à l'extérieur comme en temps normal, eh bien, nous avons besoin que vous restiez à la maison, tout spécialement si vous êtes à risque, si vous êtes âgé de plus de 60 ou 70 ans, parce que si vous sortez à l'extérieur, trop souvent, vous êtes à risque parce qu'il y aura une augmentation réelle de la circulation. Et si ça augmente trop, nous devrons revenir en confinement et on ne veut pas cela. Et pour répondre à votre question concernant les cotons, nous avons plusieurs centaines même plus d'une centaine de milliers de cotons pour réaliser les tests. Question. À propos de la réouverture des écoles, comment le gouvernement et la santé publique vont gérer des cas d'éclosion éventuels dans une école, dans un établissement? Est-ce que vous pourriez fermer à nouveau un établissement? Réponse. Cela dépendra de la situation. Il y aura probablement des enfants qui contracteront le virus, qui n'auront aucun symptôme, mais s'il y a quelqu'un qui a des symptômes, nous allons le détecter, voir ce qui s'est passé autour de lui, est-ce que l'enseignant a été exposé ou non. Et par rapport à la situation et la situation, disons, spécifique, eh bien, on verra s'il faut fermer l'école ou la classe. Cela dépendra des situations spécifiques. Les meilleurs principes demeurent les mêmes. Nous allons garder dans toutes les industries, tous les secteurs, la règle du 2 mètres. Oui, on peut avoir, dans certains cas, 1,5 mètre. Si ça ne dure pas toute la journée, ce n'est pas un enjeu majeur parce qu'on n'est jamais exactement à 2 mètres de distance. Mais on doit gérer cela et je vous dirais que lorsqu'il y aura un cas d'éclosion, nous allons, dans un lieu de travail, par exemple, ou dans une famille, ce sera géré au cas par cas. Question. Sur un autre sujet, il y a un travailleur qui pose la question suivante. Il a été embauché dans un CHSLD récemment et cette travailleuse s'est fait dire qu'elle a été testée positive à la COVID-19. Elle dit que tout le monde à la CHSLD semble avoir perdu espoir. Comment pourriez-vous encourager les gens à aller faire du bénévolat au CHSLD ou encore de retourner au travail quand ces gens sont à risque et que les conditions sont difficiles? Réponse. Comme je l'ai dit, nous avons 11 000 personnes qui ont offert le week-end dernier leur aide pour aller en CHSLD. En ce moment, on est en train de les répartir dans les différents CHSLD et nous pensons qu'au cours des prochains jours, nous serons en mesure de combler tous les emplois qui étaient disponibles. Alors, cela va rendre plus facile le travail en CHSLD, car quand on est en pénurie de travailleurs, c'est très difficile pour les travailleurs actuels dans cette situation de faire leur travail. Alors, de combler les besoins, je pense que ça va beaucoup aider et je remercie des gens comme Joanie Rochette et Laurent Duvernay-Tardif. Je pense qu'ils ont donné un bon exemple, un bon modèle, et en ce moment, nous avons suffisamment de personnes pour combler les besoins et je suis très satisfait de cela. Prochaine question. Pour la ministre McCann, le Conseil pour la protection des malades a exprimé plusieurs inquiétudes concernant les CHSLD. À l'effet que vos directives ne sont pas suivies sur le terrain, le personnel a peur de parler, a peur de dénoncer, et le fait que vous demandiez de l'aide
d'amener des gens qui n'ont pas la formation nécessaire. Certains établissements continuent de refuser des proches aidants à l'intérieur des murs. Pourriez-vous donner des explications? Réponse. Concernant les proches aidants, nous avons eu des discussions avec le Dr Arruda et la santé publique et nous avons ouvert un peu plus le système aux proches aidants et nous avons encore aujourd'hui une autre discussion prévue en fin d'après-midi à propos des proches aidants, car on veut vraiment ouvrir les portes davantage. Sur le premier élément de votre question, maintenant, je veux vous dire que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans le système de santé, au sein de la population et dans le réseau. C'est une opération extraordinaire. Notre système n'est pas le même par rapport à il y a plusieurs semaines. Et nous avons travaillé extrêmement rapidement. Cette opération a été améliorée chaque jour. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, on veut le savoir. Je vous donne un exemple. Nous avons maintenant installé et mis en place un numéro de téléphone pour tous les établissements. Et on va le faire à très court terme. Si les gens n'ont pas l'équipement de protection individuelle requis, il y aura un numéro d'urgence au sein même de leur organisation. Et on veut le savoir. Ce que je veux dire aux travailleurs, c'est de dénoncer, de parler, d'appeler leur gestionnaire, de nous laisser savoir la situation dans laquelle ils se trouvent. Car il s'agit d'une opération importante, très importante, et on veut s'adapter rapidement. C'est ce que nous avons fait à chaque fois où on a su que quelque chose ne fonctionnait pas comme il le fallait. On a offert des réponses, et ce, très rapidement. Alors, c'est quelque chose que je veux dire aujourd'hui. Je veux lancer ce message. Il s'agit d'une opération majeure. Tout le monde est mobilisé et on fait tout ce que l'on peut. Alors, s'il y a des problèmes et qu'on n'a pas été informé, sachez qu'on veut le savoir et on veut régler ces problèmes très rapidement. La seconde question est pour M. Legault. Sur les milliers de soldats que vous avez demandé, combien ont été déployés et que font-ils? Réponse. On espérait en avoir 400 vendredi dernier. On espère en avoir un 200 de plus bientôt. Et je ne sais pas si on va en avoir plus de 675. Question? C'est une question pour M. Legault et M. Arruda. Samedi, c'était une journée ensoleillée, merveilleuse à Montréal. Bien des gens profitaient du plein air, du soleil, et bien des gens ne respectaient pas la directive de distanciation physique. Comment allez-vous vous assurer que la distanciation sociale soit respectée à Montréal alors que la météo printanière arrive? Réponse. Je pense qu'il s'agit d'un défi. Et je vais demander d'abord aux gens de respecter la directive parce que ça fait partie de la solution. Je comprends qu'avec le printemps, on veut aller à l'extérieur, profiter de la météo, mais je pense que les gens doivent respecter la règle du 2 mètres. Et je pense que si on ne le fait pas, on devra retourner à des approches plus coercitives. Mais je pense qu'à moins qu'il y ait des exceptions, là, je demande aux gens, s'il vous plaît, respectez la règle du 2 mètres entre vous et les autres. Je sais que c'est difficile de ne pas sortir en même temps dans des endroits, mais si on a de nouveaux rassemblements dans les parcs à Montréal, c'est de cette façon qu'on n'arrivera pas à stopper la propagation. C'est une situation risquée. Prochaine question est également pour vous. Montréal est l'épicentre de la propagation de la COVID-19. Pourriez-vous décrire à l'heure actuelle ce qui se passe à Montréal? À quel point la transmission communautaire est avancée? Quel est le chiffre du R0 pour la ville de Montréal? Et quelle est la situation dans les CHSLD? Combien d'hôpitaux sont aussi affectés? Réponse. Dans les faits, c'est une excellente question. Je vais y aller en général parce que les choses évoluent chaque jour. Dans les faits, à Montréal, au Québec, disons, d'abord, et spécialement à Montréal, la situation dans les CHSLD est en ce moment un chiffre important où les gens sont décédés. Mais je pense qu'en ce moment, on observe un ralentissement sur le plan des décès. Il n'y a pas de
R0 sous la barre du 1, c'est au-dessus du 1, entre 1 et 2. Nous allons continuer de suivre cela. Cette semaine, c'est une semaine très importante pour nous. Voilà pourquoi on n'ouvre pas le 4 et on va attendre le 11, et même à Montréal, on va attendre le 19 mai pour s'assurer que la situation est contrôlée. Et je vous dirais qu'il y a eu certains cas d'éclosion dans les hôpitaux qui sont sous contrôle. On a séparé les gens dans des zones chaudes. Avec ce nouveau virus, il y a bien des gens asymptomatiques qui pourraient donner le virus sans avoir de symptômes. Alors, ça rend les choses plus compliquées pour nous dans les hôpitaux. Rappelez-vous, en janvier, on pensait que vous pouviez donner le virus seulement si vous étiez symptomatique. Ensuite, on pensait que c'était une journée avant que les symptômes apparaissent. Là, on pense que ça peut aller jusqu'à 6-7 jours avant l'apparition des symptômes, que la personne est contagieuse. Je vous dirais donc que la situation est sous contrôle dans les hôpitaux, mais on doit quand même avoir une transmission communautaire moins active à Montréal si nous voulons rouvrir les choses. Sur cet enjeu, j'aimerais ajouter que la situation à Montréal, comme le premier ministre l'a soulevé, dans le Grand Montréal, cette situation évidemment est très différente du reste du Québec. Et la situation dans les hôpitaux est aussi plus difficile. Alors, on doit être très vigilant et suivre l'évolution de la situation. Aussi, dans les CHSLD où la situation est critique, bien, ça se passe à Montréal, dans la grande région de Montréal. Alors, on compte sur le personnel supplémentaire pour nous aider. Juste avant de conclure, pour le bénéfice des collègues, Dr. Arruda, je ne sais pas si c'est possible pour vous de préciser une réponse que vous avez donnée tout à l'heure à une question qui portait sur les barrages routiers. Vous avez dit on va être moins dans la contrainte, moins dans le contrainte. Pour ce qui est des barrages routiers, habituellement, quand on déconfine, on commence à être moins dans la contrainte. Hein, on laisse les gens avoir un jugement, mais si jamais on se rend compte qu'un mouvement très important d'une région à l'autre, particulièrement d'une région chaude vers les régions froides, bien, on verra à ce moment-là s'il ne faut pas reconfiner. Je sais qu'il va y avoir des questions, puis des débats, puis il y aura certains enjeux en lien avec les chalets, là, puis tout ça, là, on va être à évaluer la situation, mais il faut nous donner le temps de regarder qu'est-ce qui se passe dans la région montréalaise actuellement en termes de transmission communautaire avant de prendre une décision éclairée. Je sais que la question va venir. On verra quelle date on mettra dans la séquence, mais tout va être dépendant des éléments, parce que vous savez, à chaque fois qu'on ajoute un élément, ça augmente le risque. Il faut être capable de mesurer ça. C'est pour ça que nous, on a même des détails sur les chiffres de personnes dans certains secteurs, vous verrez demain, qui vont pouvoir ouvrir à 50 pour être capable de calculer sur la base des modèles les quantités de personnes qui vont se retrouver en contact étroit. On sait qu'on va respecter les 2 mètres dans les entreprises. C'est majeur. D'ailleurs, la SNEST, on a travaillé ça avec la SNES, on a travaillé ça avec les entreprises elles-mêmes, etc. Là. Si les gens ne respectent pas, ils se mettent à risque de fermeture. Donc, je pense c'est vraiment à chacun doit être responsable et respecter la prescription qu'on va leur faire. J'y tiens beaucoup. C'est pas parce qu'on déconfine que le risque n'est pas encore là. Le risque est probablement, on a réussi à pas submerger nos hôpitaux, mais le risque est encore là, probablement presque aussi présent que ce qu'on avait au printemps. Très bien, merci pour cette précision. Donc, c'est ce qui complète pour ce point de presse et à demain. Bonne journée. 14h01. Alors, le point